On vous rattrape. Vas-y, bordel. Prison de Louvain, 25 février 2003. Mais quel cirque, enfin! Au milieu de la cohue, un homme qui vient de passer 17 ans en prison. Condamné à la perpétuité en 1988, Pierre Carrette était le dernier des 4 membres des cellules communistes combattantes à être encore incarcéré. Pascal Vandeguerde et Didier Chevollet ont purgé 14 ans de prison. Bertrand Sassois a été libéré après 15 ans d'incarcération. Allez-y, on vous rattrape. On vous rattrape. Ce matin, Carrette retrouve notamment Bertrand Sassois, qu'il n'a plus revu depuis le procès. C'était il y a 15 ans. Lorsque vous revoyez Bertrand Sassois à ce moment-là, qu'est-ce que vous lui dites? Qu'est-ce qui se passe? Je lui dis bonjour camarade, parce que voilà, vous savez, les sentiments qui peuvent nous unir, bon, c'est notre vie privée, je veux dire, ça n'a pas beaucoup d'intérêt d'en parler. Oui, nous étions des militants communistes qui étions restés solidaires, étions restés unis pendant toutes ces années de détention, donc à une durée très très longue. C'est un grand bonheur de retrouver ses camarades, évidemment. À peine sorti de prison, Pierre Carrette reprend ses activités politiques. Il ne lui est pas interdit de participer à des manifestations, à des actions politiques, pour autant que cela reste légal. Les ex-CCC n'auraient jamais accepté des restrictions de leur liberté d'expression. Vous restez militant en fait? Évidemment, c'est militant et communiste, parce que militant c'est un terme un peu vague, mais oui, je suis un révolutionnaire communiste et je reste révolutionnaire communiste. Alors toutes les années que vous avez passées en prison, vous ne vous êtes pas dit à un moment donné, il faut arrêter, rentrer dans le rang? Que du contraire. Je me suis dit la cause pour laquelle nous combattons, la cause pour laquelle nous acceptons des sacrifices, et la plus belle des causes, c'est la cause du peuple. Et pour cela, il ne sera jamais pour moi question d'arrêter. La manifestation qui se déroule cet été dans les rues de Bruxelles est pacifique. C'est une action de soutien à la grève de la faim menée par les prisonniers politiques en Turquie. Ces prisonniers protestent contre les mesures d'isolement qu'ils subissent. La grève de la faim dure depuis 1000 jours. Elle a déjà fait 107 morts. Aujourd'hui, Pierre Carrette et Bertrand Sassois ne sont plus harcelés par une meute de journalistes. L'événement n'intéresse pas la presse. Cette manifestation ne suscite même pas d'embarras de circulation. Carrette et Sassois, eux, ne pouvaient qu'être là aujourd'hui par solidarité. Parce qu'eux aussi estiment avoir été des prisonniers politiques, en appelant à la lutte armée en Belgique. Vous avez renoncé à cette lutte armée? Non. Par principe, non. Mais pour nous, il n'a jamais été question pour nous d'en faire une exclusive. Donc on a toujours défendu l'idée d'employer les moyens d'action légaux quand il y en avait. Simplement, ils ne suffisent pas. Les CCC pourraient être réanimés et revivre? Les CCC, c'est une organisation qui a été détruite, c'est une organisation qui ne s'oppose plus en ces termes-là. Mais tôt ou tard, la question révolutionnaire en Belgique va reposer la question de la violence et de la lutte armée. Oui. Je m'en parle. Vous avez renoncé à la lutte armée? Sur le plan théorique et politique, certainement pas. Je continue à penser que la révolution passe par une pratique de violence. La question, c'est de savoir quand et comment. La lutte armée de l'avant-garde prolétarienne, la Belgique la découvre le 2 octobre 1984. Une explosion ravage les locaux de la société Lyton International à Evere. L'attentat est revendiqué par une organisation jusque-là inconnue, les cellules communistes combattantes. L'objectif est ciblé. Lyton est l'un des principaux fournisseurs d'armes à l'OTAN. Lyton n'était pas simplement un fournisseur d'armes de l'OTAN, c'était le concepteur et le fabricant du système de navigation des missiles Cruise que les Américains installaient justement à Florène. Cette action-là et les actions suivantes ont chacune visé des fabricants d'armes directement impliqués dans ces missiles-là. Donc Honeywell fabriquait le système de guidage et MAN fabriquait le camion érecteur-lanceur des missiles Pershing que l'OTAN allait installer en Allemagne. Donc il s'agissait d'actions directement adressées au mouvement de masse qui s'opposait
à l'installation des missiles américains. Mouvement de masse, il faut rappeler, rassembler jusqu'à 400 000 personnes dans la rue, c'est des rassemblements comme on n'en avait jamais vu, comme on n'en a plus jamais vu. Dans les manifestations, on voyait même les bonnes sœurs qui défilaient. Le jour de cette grande manifestation anti-missile sur Bruxelles, les CCC commettent un attentat contre la voiture de Paul Galland, l'organisateur du rassemblement. Un message adressé aux pacifistes. Notre mouvement est un mouvement largement démocratique, profondément populaire et n'importe qui est bienvenu dans notre mouvement, que vous soyez un bourgeois, que vous soyez un ouvrier, que vous soyez un prêtre, que vous soyez quelqu'un de la moralique, vous êtes les bienvenus dans un mouvement qui veut construire un monde de justice sociale, de paix et de développement pour le tiers-monde. Quelle est alors votre réponse aux CCC qui vous ont frappé ce matin? De ne pas se tromper et de croire que nous sommes encore dans un pays démocratique et que le débat doit être profondément démocratique, que le débat doit être une victoire pour l'avenir et pas simplement la satisfaction de certains petits coups à bon marché pour l'instant. Galland était représentant d'un courant hégémonique qui était justement un courant réformiste bourgeois dont le projet était de dire il suffira de faire des manifestations de masse assez importantes pour que cela fasse pression sur nos représentants, sénateurs, députés, qui naturellement, devant l'unanimité populaire, voteront contre l'installation des missiles. Ça fonctionne comme ça dans un régime démocratique. Sauf que les missiles ont été installés et qu'on a appris que les Américains les avaient débarqués à la base de Florène avant même que le vote au Parlement ait été fait. 15 octobre 1984, les CCC attaquent une autre cible, les partis au gouvernement. À Gand, les bureaux du Premier ministre Wilfried Martens volent en éclats. À Ixelles, c'est le siège de la fondation Jean Rey, la fondation libérale qui explose en pleine nuit. Aucun des membres des CCC n'a reconnu avoir participé à une action particulière. Toutes ont été revendiquées à titre collectif. Pour Bertrand Sassois, sa présence rue de Naples aujourd'hui n'implique donc pas une reconnaissance des faits pour lesquels il a été condamné. L'action s'était passée au moment où il y avait un grand tournant dans les politiques gouvernementales en Europe, où on a commencé à démanteler tout ce qui était acquis sociaux, notamment la liaison des salaires à l'index, toutes les protections contre les licenciements, les protections des délégués syndicaux. C'était le tout début de cette vague, dans la foulée de la même vague qui avait eu lieu quelques années plus tôt en Angleterre avec Thatcher. Et c'est dans ce centre d'études-là qui avait forgé cette doctrine, qu'il avait pensée, qu'il avait théorisée, à l'usage de tous les partis libéraux en Europe. Donc le centre Jean Rey, c'était l'échelon européen, et le centre Paul Hemans, qui est situé dans le même immeuble, c'était le niveau belge de cette organisation. Il est chargé d'appliquer cette doctrine, enfin d'adapter cette doctrine à la réalité belge. Et c'était vraiment une doctrine de régression sociale. Alors faire sauter ce centre, c'était dans le but de créer une sorte de terreur. Vous étiez des terroristes? Non, ça n'a jamais été ça. Je ne comprends pas comment on puisse encore répéter ça. À l'époque, c'était surtout le gouvernement qui était terroriste. C'était le gouvernement qui avait décidé de supprimer les allocations de chômage, des trains entiers de licenciement. C'est le gouvernement qui accueillait aussi les bombes atomiques en Belgique, qui collaborait avec les États-Unis pour préparer une guerre contre l'Union soviétique. Et voilà, on participait à un mouvement de résistance et de lutte contre cette politique. Et à partir du moment où les cellules se sont attaquées aux partis gouvernementaux, le Parti libéral était naturellement parmi les premiers visés. 2 jours après, je pense que c'est le siège du Parti social-chrétien flamand qui a été visé à Gand. Et c'était le bureau du Premier ministre qui a été touché là. Alors, ici, il y a eu beaucoup de dégâts, mais pas de blessés. C'était une volonté, ça. Oui, le communiqué avait expliqué comment l'opération s'était faite. En fait, il y avait des gens qui vivaient tout au-dessus. Donc la charge avait été introduite, c'était une charge limitée qui avait été introduite au niveau du rez-de-chaussée. C'était le but de ne pas blesser des personnes? Ah oui. Non, le but c'était de faire l'action, mais il ne fallait pas blesser des personnes. Après l'attentat contre le CVP à Gand, la police lance l'opération Mammouth. Une centaine de perquisitions frappent les milieux communistes et anarchistes. Un avis de recherche est lancé à l'encontre de Pierre Carrette, le cerveau présumé des attentats. Mais les CCC demeurent introuvables. Pierre Carrette vit depuis longtemps dans la clandestinité, tout comme Bertrand Sassois.
l'opération Mammouth n'a en rien approché les cellules communistes combattantes. Et les camarades qui avaient des relations, qui avaient toujours une existence légale, et qui étaient des gens qui avaient des contacts ou qui collaboraient avec les structures clandestines, si même certains ont été repérés, perquisitionnés, interpellés par la police à cette occasion-là, aucun lien n'a pu être établi entre eux et l'organisation. La police à ce niveau-là, l'opération Mammouth en tout cas, est un échec dans la lutte contre les cellules. Mais la structure de l'organisation était clandestine. C'était des appartements loués sous des faux noms, avec des faux papiers. À l'époque, il y avait au moins deux personnes qui étaient dans la clandestinité complète pour gérer ces structures. Voilà, ils ont remonté le filet, ils n'ont rien trouvé. Faux papiers, appartements loués sous de fausses identités, véhicules, garages, la clandestinité coûte cher. Comme face à tout problème, les CCC avaient trouvé leur solution. Les moyens financiers, les moyens matériels de la lutte sont réunis par la solidarité, par les participations des gens qui partagent les idéaux du combat. Et ce n'est pas un secret, les cellules l'ont évoqué elles-mêmes, une série d'opérations que nous appelons dans notre jargon des expropriations prolétariennes, c'est-à-dire des saisies d'argent qui retournent exclusivement à la lutte et jamais à des gens en particulier ou à des attaques à main armée, des hot-dogs. C'est-à-dire des saisies d'argent dans des institutions bancaires. Ce qui est immoral, c'est le vol. Et le vol, c'est ce que font les banques. Ce qui est très moral, c'est de rendre à ceux qui sont volés, ou de restituer à ceux qui sont volés, et à travers la qualification de la lutte révolutionnaire, ce qui leur a été volé. Le 11 décembre 1984, les CCC signent une de leurs actions les plus spectaculaires. Ils font exploser l'oléoduc de l'OTAN à Clabecq, mais aussi à Glon, à Gastuche et à Anzival. 4 attentats parfaitement orchestrés sur des objectifs situés aux 4 coins de la Wallonie. L'ampleur de l'organisation surprend les policiers, les responsables politiques, les journalistes. Comment les CCC connaissaient-ils la localisation des pipelines de l'OTAN, si ce n'est avec l'aide du KGB, des services secrets soviétiques? C'est Bobard et bien d'autres pour cette action et pour les suivantes. Frappaient sur le même clou, essayaient d'enfoncer le même mensonge, à savoir qu'en Belgique, les révolutionnaires sont tout à fait incapables de mener une action comme ça, qu'une action révolutionnaire indigène n'a pas de sens en Belgique, alors forcément, il faut que ce soit une provocation de la droite, l'action directe ou la fraction armée rouge qui débarque, la Stasi ou le KGB qui agit, Kadhafi qui manipule, Abu Didal qui s'installe, enfin tout ce genre de choses. Un peu toute cette... C'est cette volonté acharnée de nombreux médias de ne pas affronter les cellules telles qu'elles étaient réellement, à savoir un groupe de révolutionnaires en Belgique qui s'était organisé de manière autonome et qui s'était donné les moyens de leur action, procède de cette même logique, voilà, un véritable déni de réalité. Le truc, il est tout bête, les oléoducs qui sillonnent le pays. Chaque fois qu'un gazoduc ou un oléoduc traverse une route, il y a un petit chapeau en plastique orange qui signale au conducteur d'engin que le truc passe et qu'il faut pas donner un coup de benne dedans. Et puis voilà, sur ceux de l'OTAN, il y a le numéro de téléphone de la base de l'OTAN où on est censé appeler quand il y a un accident. C'est d'une simplicité biblique. Le 1er mai 1985, c'est le drame. Une camionnette piégée explose dans la rue des Sols à Bruxelles. L'attentat vise le siège de la Fédération des entreprises de Belgique. Pour les CCC, c'était l'action symbolique en ce 1er mai. Mais l'attentat va faire des victimes. Malgré les tracts lancés autour de la camionnette, malgré un avertissement téléphonique à la gendarmerie pour annoncer l'explosion, des pompiers sont envoyés rue des Sols. La camionnette explose alors que 5 soldats du feu sont autour du véhicule. Jean Goll, alors vice-premier ministre, rencontre la presse sur les lieux de l'attentat. Ils ont été jetés. Prévenez vos collègues et fuyez immédiatement sur la rue et au plus loin. Ça, mais c'était à quelques mètres. Pas eu le temps de toute façon. Puis dans l'honneur, on ne s'est pas vu. C'est de la fausse humanité.
Il est 4 heures du matin lorsque Francis Boileau, le porte-parole des pompiers, dispose du terrible bilan. Il y a 2 morts et 3 blessés graves parmi ces hommes. C'est vraiment toute la première équipe qui a été décimée, qui a été fauchée et nous sommes assez atterrés parce que nous avons des appels pour voitures en feu très fréquemment. Le combat des pompiers était déjà très difficile, maintenant il est devenu totalement inégal. La première réaction, c'était une réaction d'incompréhension. On dit, mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Qu'est-ce que ces pompiers faisaient là? Qui est-ce qui les a prévenus? Qui est-ce qui les a amenés là? Pourquoi sont-ils venus? Parce qu'ils ont été appelés par la police ou par des personnes... Oui, mais pourquoi les a-t-on appelés? On les appelle pour un incendie de voiture. Cette voiture ne brûle jamais. La présence des pompiers sur place est quelque chose qui était inattendu, hein, qui n'avait jamais été envisagé. L'organisation prévient les gendarmes, et puis on apprend qu'il n'y a pas de gendarmes, mais qu'il y a des pompiers. La police est mal organisée, d'après vous? Je ne sais pas. Je sais pas. Ce qui s'est passé, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans un premier temps, dans l'organisation, la conviction était « c'est un coup monté ». Ils l'ont fait exprès. Vous le pensez toujours aujourd'hui qu'ils l'ont fait exprès? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Ou alors c'est un merdoyage, mais alors quelque chose de carabiné. Ou alors, je ne sais pas. On a beaucoup parlé ces dernières années de dysfonctionnement des services de police, mais alors le 1er mai 85, ou bien c'est un coup monté, ou bien c'est un dysfonctionnement comme on n'en a jamais vu. L'attentat de la rue des Sols suscite une autocritique au sein des cellules communistes combattantes. Bien entendu, le principe de la lutte armée n'est pas remis en cause. Par contre, les CCC estiment qu'ils ne peuvent plus faire confiance à la gendarmerie pour prévenir la population. Ce drame du 1er mai ne devait pas arriver, et il est arrivé. Il allait à l'encontre de toute la volonté, de toute la raison d'être de l'organisation. C'était inadmissible, ça ne pouvait pas arriver, c'est imparable, c'est trop tard. Maintenant, il faut prendre des dispositions, ce genre de choses ne doit pas se reproduire. Donc c'est ce que l'organisation a fait, notamment dans l'organisation des actions de propagande armée qui ont suivi. Elles ont renforcé les mesures de sécurité et elles ont réussi à ce qu'il n'y ait plus, que ce genre de drame ne se reproduise pas. Un exemple technique, les voitures piégées suivantes étaient munies de haut-parleurs qui avertissaient qu'il s'agissait d'une voiture piégée, qu'il restait autant de minutes puis autant de secondes avant l'explosion. C'est un des aspects. C'est-à-dire que quand ils annonçaient un quart d'heure, ça a bien explosé? Oui, le timing était bon. Oui, il était correct. Avec ces précautions, les attentats reprennent. L'attaque contre le siège de Sibelgaz à Bruxelles marque le début de la campagne Karl Marx. Mot d'ordre de cette vague d'attentats, contre le capitalisme et sa crise, la seule réponse, c'est la guerre civile. Les banques sont à nouveau la cible privilégiée des CCC, comme ici au siège de la Credit Bank à Leuven. À Etterbeek, lors de l'attaque de la BBL, les CCC n'hésitent pas à ouvrir le feu sur un agent de sécurité qui tentait de s'interposer. L'agent est blessé au bras. Chaque attentat est accompagné d'un message de revendication et d'explication destiné à la presse. Le scénario est bien rodé. Allô, la nouvelle rédaction? Oui. Bonjour les cellules communistes combattantes. Oui. Alors nous allons vous adresser un nouveau message. Il se trouve 26 avenue Général de Gaulle, en face de l'étang d'Ixelles, dans l'entrée en dessous des boîtes aux lettres. Oui. En 3 mois, les cellules vont commettre pas moins de 12 attentats, dont 5 contre des sièges bancaires. Le problème de la dette publique, le problème de ce que s'appelait ces effets boule de neige, c'est-à-dire que l'État empruntait pour rembourser les intérêts sur la dette publique. Donc, comme ça se passe, enfin, aujourd'hui on n'emprunte plus, mais on rembourse toujours. Ça veut dire que quand on faisait le budget de l'État, on sortait 1000 milliards qu'on offrait aux banques, voilà. Et puis il n'y avait pas d'argent pour les secteurs sociaux, pour la réalité sociale, où vraiment on a besoin de moyens. Donc, en attaquant les banques, et le prolétariat comprenait ça très 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 bien, en réalité on attaquait l'ennemi principal de la réalité du pays, à savoir le capitalisme. D'ailleurs, la banque qui avait été attaquée par les cellules à Charleroi a été attaquée par les sidérurgistes à grands coups de clark et de poutrelles d'acier, et ils n'avaient pas fait beaucoup moins de dégâts que nous.
Le 16 décembre 1985, la police met un terme aux prémices de la révolution prolétarienne. 4 membres des CCC sont arrêtés dans un fast-food de Namur, un lieu de rendez-vous étonnant pour des révolutionnaires. On voulait une zone non-fumeur, c'était la guerre entre les fumeurs et les non-fumeurs de l'organisation, et on voulait un truc, il y avait une zone non-fumeur, assez vaste et assez déserte, et calme, et où on buvait notre café, où on ne mangeait pas de hamburger. Voilà. Pierre Carrette est présenté comme le cerveau de l'organisation. Bertrand Sassois est toujours sous son nom d'emprunt, mais il y a aussi 2 militants qui viennent de passer à la clandestinité, Didier Chevolet et Pascal Van de Geert. Le 26 septembre 1988, la cour d'assises du Brabant condamne les 4 membres des cellules communistes combattantes aux travaux forcés à perpétuité. Comment avez-vous abordé votre procès d'assises? D'une manière très offensive. C'était un moment de la lutte qui continuait pour nous. Et nous savions qu'à travers le procès, la bourgeoisie n'avait qu'un seul but, c'était de nous éliminer pour le plus longtemps possible. En fait, vous avez refusé le procès, vous avez quasiment refusé de vous défendre. Nous avons refusé le procès dans le sens que nous refusons que l'on mette en procès la lutte révolutionnaire. La lutte pour le communisme est une lutte juste. Il n'est pas question de la criminaliser, ni de dire qu'elle mérite d'être jugée et condamnée. Accusés, levez-vous, demande le président. Tous restent assis. Quel est votre nom? Nous sommes 4 militants des cellules communistes combattantes. Le président les interrompt. Votre communication ne m'intéresse pas pour le moment. Voilà donc un échantillon de l'attitude que vont adopter les 4 membres des cellules communistes combattantes tout au long de ce procès. Ils refuseront de se défendre et parleront d'une seule voix. D'ailleurs, leurs avocats ont été commis d'office par la Cour. C'était un procès quand même avec un jury populaire. Vous auriez pu persuader les jurés de la justesse de votre cause. C'est une idée qui n'est pas exacte. Tout d'abord, dans notre société, la conscience générale n'est pas une conscience révolutionnaire. Et il y a une partie de la classe ouvrière, par exemple, qui vote pour le Vlaams-Blok ou pour le Front National. Qui plus est, dans le cadre de la justice, on demandait à ces jurés de se prononcer dans un cadre très particulier selon les lois de la bourgeoisie. Ces lois sont au service de la bourgeoisie, pas au service de la révolution. On peut aussi dire, et ça c'est un peu anecdotique, que lorsque l'on a désigné les jurés, le procureur a systématiquement réfuté les candidats jurés ouvriers. C'était manifeste et probant, c'était un indice très probant de son attitude, très évident. Qui plus est, je pense qu'il y avait eu un tel matraquage à travers les médias, une telle mise en scène qui était vraiment destinée à tromper les gens, qu'il fallait s'attendre à ce que le juré suive les directives qu'il a reçues du président, de la cour d'assises et de ses assesseurs. Les premières années de détention seront très dures. Les 4 militants CCC sont séparés. Ils ne se retrouveront qu'à leur libération, 14, 15 ou 17 ans plus tard. Lorsque nous sommes arrêtés, nous sommes placés immédiatement en isolement. Nous allons connaître 3 ans d'isolement complet, total, vraiment 24 heures sur 24. Des conditions excessivement dures, excessivement sévères. Nous allons en sortir grâce à 2 très longues et très dures grèves de la faim. Par la suite, je continuerai et mes camarades aussi d'ailleurs, ce sont des mesures qui nous seront appliquées relativement de la même manière à tous. Je vais connaître toutes sortes de mesures restrictives. Pour ma part, je resterai interdit de visite. Notre courrier sera tout à fait illégalement photocopié, toute la correspondance entrant et sortant. Je ferai l'objet de toutes sortes de mesures restrictives et particulières dans tous les domaines. Alors humainement, comment réagit-on à ça? On résiste et on combat. Nous sommes des militants communistes. La lutte ne s'arrête pas parce que nous sommes en prison. La répression particulière et très dure dont nous sommes logés, eh bien, nous la rejetons, nous controns, nous défendons notre intégrité, nous résistons au véritable sens du terme. C'est ce que nous avons fait pendant toute la détention. Libérez nos camarades! Libérez nos camarades! Libérez nos camarades! Ce matin, Pierre Carrette et Bertrand Sassois participent à une manifestation non autorisée. Avec une 50aine de militants, ils se trouvent devant la prison de Bapaume, dans le nord de la France. Cette prison abrite plusieurs membres du mouvement Action Directe.
Quel est le but de l'action aujourd'hui? Réclamer la libération de Joël Aubron, Nathalie Ménigon, manifester leur solidarité avec elle, ainsi qu'avec une camarade de Basque qui s'est fait transférer à la prison de Bapaume récemment. Vous pensez qu'elles vont vous voir? Elles sont là, regardez le drapeau rouge à la fenêtre. Au milieu des années 80, plusieurs mouvements d'extrême gauche sont très actifs en Europe. Les CCC en Belgique, Action Directe en France, la Fraction Armée Rouge en Allemagne. C'est ensemble qu'ils se sont armés. Joël, Nathalie, on est là avec vous. Au début 84, donc un certain nombre d'opérations de logistique ont eu lieu en Belgique, qui ont été réalisées par des militants internationalistes, notamment l'attaque de la caserne de Vielsalm et la saisie d'explosifs à carrière de Skoufleni. Et en effet, les armes et les explosifs ont été partagés, ont été retrouvés finalement, à la fois ont été employés par les cellules, par Action Directe et par la Fraction Armée Rouge en Allemagne. Tandis que les CCC utilisent ces explosifs pour commettre des attentats en Belgique, Action Directe se radicalise avec les assassinats du général français René Audran et l'exécution de Georges Besse, le patron de Renault. Audran était un trafiquant d'armes, Besse était le PDG de Renault, responsable de charrettes de licenciement, vraiment de drames sociaux épouvantables. Bon, les camarades français ont estimé que c'est ce qu'ils avaient à faire. C'est leur lutte, cela. On n'a aucun problème par rapport à la personne de Georges Besse. Ça fait partie de ces assassins, ces multi-assassins aux mains blanches qui ont la garantie, la caution du système et qui sont même payés pour faire leur sale boulot, et grassement payés. On a parlé d'Albert Frère. Juste pour terminer la question, au niveau stratégique et tactique, ça nous semblait inopportun. Le niveau de l'affrontement en France n'était pas élevé au point de justifier une opération pareille. Alors en Belgique, justement, on pense tout de suite à Albert Frère comme patron des patrons. Oui. On a dit que les CCC préparaient quelque chose contre Albert Frère. Même réponse, le niveau du mouvement révolutionnaire en Belgique était trop bas que pour assimiler une action pareille. Mais c'était une bonne cible. Ah oui, c'est le voyou qu'on sait. Sera Jean-Rumain, c'est la lutte finale. Groupons-nous et demain, l'international sera... Quel regard portez-vous aujourd'hui sur la société après autant d'années de passées en prison? Est-ce qu'il y a des choses qui vous révoltent? Libérez nos camarades! La réalité dans son ensemble, quelque part, nous révolte. Vivre dans un monde où l'homme est secondaire, c'est une chose qui est révoltante. Nous vivons historiquement avec des moyens que cette terre soit un paradis pour tous, et c'est un enfer pour les trois quarts. Voilà le fond du problème. Ça va de mal en pis. Tant qu'on ne sortira pas du capitalisme, les inégalités continueront à se creuser. La misère continuera à se répandre. Ça signifie qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à recommencer? Tôt ou tard, le verrons-nous, ne le verrons-nous pas, ça c'est un autre aspect. Oui, tôt ou tard, la lutte révolutionnaire repartira à l'offensive, ça c'est l'histoire qui l'impose. Et se reposera la question de la lutte armée. Et là où nous sommes convaincus, et ça c'est un peu aussi notre fidélité et le fait que nous ne regrettons rien de l'expérience à laquelle nous avons contribué, c'est que nous sommes convaincus que les questions qui ont été posées par les cellules étaient les questions justes auxquelles il faut trouver des réponses. Venceremos, venceremos.